Bienvenue aux Aventuriales. On a un petit peu de retard, c'est les aléas du direct, on dirait. Je suis vraiment désolée. Voilà, donc on va parler d'écriture à quatre mains. C'est un sujet qui a concerné ou concerne les quatre auteurs qui nous entourent. Alors, je vais vous les présenter rapidement. Donc, nous avons Jean-Claude Dugnac, ici à ma gauche. Donc, qui est auteur de science-fiction, qui a écrit un certain nombre de romans, je ne me rappelle plus du nombre exact, 7 romans et 8 recueils de nouvelles. Non, c'est un peu plus. C'est plus que ça maintenant. Je suis à 20 bouquins au total. Ah oui, d'accord. Donc, mes informations ne sont pas à jour. Donc, voilà, et tu as écrit École mourante en collaboration avec Heyerdahl, qui a obtenu le prix Tour Eiffel de science-fiction 99 ainsi que le prix Ozone 2000. Donc une collaboration qui a été particulièrement fructueuse. À ma droite également, ici plus près de moi, j'ai Éric Lhomme, donc auteur de très nombreux romans jeunesse, dont Le Livre des Étoiles, Le Maître des Brisants, la série Phénomène, et qui a travaillé avec Pierre Bottero sur la série qui s'appelle A comme association, chaque auteur écrivant un volume. Donc voilà également un autre exemple. Et à ma droite, j'ai deux autrices. Donc, ici, à l'extrême droite, j'ai Sylvie Van Wilder. Nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième fois aux Aventuriales. Donc, auteur de plusieurs romans, Mon Mémorex, Les Outrepasseurs, qui a reçu prix Imaginal en 2014. 2014, oui, tout à fait. Tes informations sont à jour, Marie, t'inquiète. Et tout récemment qui vient de sortir Terre de Brume, donc, voilà, et qui a écrit en collaboration un roman à paraître avec Agnès Marot, qui est près de moi, qui elle a écrit Erreur 404, l'histoire des danseuses, c'est pas le chat. Ah, de l'autre côté du mur, merci. Donc, essentiellement de la science-fiction, science-fiction, ouais, un peu de fantaisie aussi, ouais. Voilà, tous les genres. Voilà, donc elles ont écrit ensemble un roman dont je ne connais pas le titre et qui va sortir chez Nathan et qui va s'appeler Tous debout. Voilà. Hashtag. Donc, j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant pour une table ronde parce que je me suis toujours demandé, j'ai souvent entendu des auteurs me dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de se motiver pour écrire, comment je vais arriver à me décider, et puis j'ai des problèmes dans mon intrigue, ça marche pas et tout. » Et quelle idée folle de faire ça à deux ou à plusieurs, parce qu'il y a eu même des cas de multiples collaborations. Donc, Jean-Claude, quelle idée bizarre. Et pourquoi? Bon, d'abord, je vais quand même, si tu veux, sortir un petit peu de ma zone de confort, je vais dire des conneries. Mais déjà, il faut quand même remarquer que moi, je tape avec deux doigts. Donc, quand on écrit à quatre mains, moi, je suis déjà à une demi-main, vous voyez. Donc, avec Heyerdahl, on arrivait à une main et demie, mais donc, c'était déjà plus facile. Mais c'est surtout que tu as raison de dire ça, tu as raison de dire on se pose des tas de questions, on a des problèmes, ça marche pas, etc. Mais c'est à ça que sert un couple. C'est-à-dire que tu refiles des problèmes à l'autre. C'est-à-dire que je disais à Heyerdahl, j'ai un problème, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui disais pas qu'est-ce que tu en penses, je lui dis trouve quelque chose. Tu vois, et arrange-toi pour que ce soit prêt quand je revienne. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait un mariage heureux, en fait. Non? Bon, pardon, c'est peut-être pas ça. Bon, je parlais sérieusement, par contre. La raison pour laquelle on a écrit ce livre ensemble, Heyerdahl et moi, en fait, c'est parce qu'on écrivait déjà ensemble. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, moi, quand Heyerdahl a publié ses premiers bouquins, il faut imaginer, mettez-vous pratiquement 30 ans en arrière, vous avez un type qui débarque au Fleuve Noir, le Fleuve Noir qui est un épisode de série B, c'était de la littérature, on était au courant, et qui débarque avec des bouquins d'une profondeur, d'une intelligence, d'une pêche, et qui était vraiment le fouteur de bordel intégral, et je me suis dit, il faut que je rencontre ce mec. Bon, j'ai rencontré ce mec, on s'est parlé, et à un moment donné, on s'est dit, on va se lire mutuellement, et on se lisait avec un crayon rouge, en disant, non là, ça va pas, il faut que tu bosses cet aspect, et on faisait. Et donc, on a commencé à rajouter des bouts, les uns et les autres, dans les bouquins de l'un ou de l'autre, puis à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut qu'on arrête, faut qu'on le fasse au grand jour, et il faut que maintenant, les gens le sachent, quoi. Et donc, on a fait un truc ensemble. Éric, comment s'est passée la rencontre avec Pierre Bottero et dans quelles circonstances avez-vous décidé de travailler ensemble?
Est-ce que c'est un peu dans le même esprit de Jean-Claude? Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez en sous-main à un moment donné et puis Non. Non, pas du tout. En fait, dès le début, quand on s'est rencontrés sur des salons, ça sert aussi à ça, les salons, hein, faire en sorte que les auteurs se rencontrent, on s'est dit, sur le mode de la plaisanterie, on va essayer, un jour on écrira quelque chose ensemble, c'est sûr. Et des années après, ça m'était toujours resté dans la tête. J'ai constaté que nos agendas d'écriture allaient entrer dans une conjonction, un peu comme les astres. Il venait de terminer une série, moi aussi, donc là c'était le moment, soit il repartait de son côté, soit moi du mien. Et donc je lui ai dit, je l'ai appelé, j'ai dit Pierre, écoute, je crois que c'est le moment d'écrire quelque chose ensemble. Et pour la pâter, j'ai dit, en plus j'ai une idée extraordinaire, il faut absolument que je t'en parle. Et il me dit, ah, c'est génial, oui, pourquoi pas, viens. Donc je prends ma voiture, je file chez lui. Et en arrivant, je lui dis, il dit, alors cette idée, je fais, bah, écoute, mon idée, c'est qu'on va trouver une idée ensemble. Alors, comme j'étais là, il n'a pas osé me foutre dehors. Il a préparé ouais, c'est pas mal. Il a préparé du café et on a commencé autour d'une tasse de café à parler et on a compris à travers l'échange, quelques minutes d'échange, que ça allait fonctionner parce que on se nourrissait immédiatement en fait. Et donc ça, on a bâti l'idée de la série A comme association toute la soirée, on a pris café, ensuite on est passé au whisky. Puis tard dans la nuit, et on est revenu au café dans la nuit quand même, et donc on a tout construit. Et pour revenir vraiment plus techniquement à l'histoire de l'écriture à quatre mains, on avait conscience dès le départ que on ne pouvait pas écrire vraiment à quatre mains, c'est-à-dire pas se mettre à deux sur un bouquin, parce qu'on n'écrivait pas du tout de la même manière. Et on se serait bouffé le nez, quoi. Et on s'est dit, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun un personnage et on va alterner les tomes. Les tomes, on est parti de principe, on s'est dit, ben... Le dernier, les tomes et le générique, en fait. C'est ça, exactement. Au début, on s'est dit, moi je vais prendre pour changer, toi tu fais toujours des personnages masculins, et toi, Pierre, des personnages féminins. Et on va essayer l'inverse. Moi, je prends un personnage féminin et toi masculin. On a réfléchi 3 minutes. On fait non, on va rester finalement. Je vais garder le personnage masculin et lui féminin. Et l'idée, c'était que on écrive chacun un tome avec l'action qui se déroule au même moment. Donc, quand dans mon tome, mon personnage croise le personnage de Pierre, on en trouve l'écho dans son tome à lui, mais vu de l'autre côté. Et je parle de ça, je vous garde la parole, mais après je m'en débarrasse définitivement. C'était vraiment très très bien parce que le principe, c'est le premier qui arrive à une scène commune impose la scène à l'autre. Et donc l'autre était obligé de décrire la scène que l'autre avait imaginée, vue de l'autre côté. Et comme c'est assez frustrant, ça donnait envie d'aller plus vite que l'autre pour arriver ah ça y est, c'est moi qui ai imaginé la scène et maintenant débrouille-toi avec. C'est un principe de cadavresque en fin de compte, plus ou moins à l'échelle d'un roman. Je ne peux pas en faire tout un fromage, mais quand on connaît un auteur, est-ce qu'on reconnaît les tomes de sa voix ou... Merci Jean-Claude. C'est très bon. Je précise juste que dans A comme association, il y a 5 à 6 jeux de mots pourris par page. Hein, donc, voilà. Bon. Oui, c'est vrai. Alors, Agnès, donc vous vous connaissez, vous vous êtes rencontrés comment, Cindy et toi? C'est le moment pub, c'est ça? Et ben on s'est rencontrés sur un forum d'écriture donc qui s'appelle Cocyclix, que certains connaissent peut-être. Et du coup, nous c'est un peu comme Jean-Claude, on s'est rencontrés en se relisant l'une l'autre. Voilà. Depuis mon tout premier roman et son tout premier roman, on se relit l'une l'autre. Cindy est toujours ma première lectrice, et moi de même quand je lis. Sauf pour Terre de Brume, toujours.
Et du coup, mais pourtant, nous, par contre, on s'est pas dit tout de suite qu'on allait écrire ensemble. Enfin, pour moi, on m'a demandé souvent, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire à 4 mains? J'ai toujours répondu non, jamais. Jusqu'au jour où Cindy me dit, et si on écrivait à 4 mains? Et où je dis, bah ouais. Pourquoi? Parce que on a la même non-méthode. Donc en fait, si je voulais pas écrire à 4 mains, c'est parce que je sais que ma méthode est un fouillis sans nom et que je me disais ça va être impossible de m'organiser avec quelqu'un. C'est-à-dire que je pars où j'ai une idée globale quand même de ce qui va se passer, mais très très vague, ça tient sur une demi-page à 4. Et puis j'y vais, j'écris. Aller écrire avec quelqu'un, sachant qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, ce que vont devenir les personnages, etc. Pour moi, ça me paraissait pas possible. Et en fait, Cindy fait pareil. Du coup, on s'est dit, et si on faisait un peu ça ensemble? Et donc là, on rejoint un peu plutôt Eric, parce que le truc, c'est que nous, on alterne aussi un personnage chacune, une voix chacune, sauf que c'est par chapitre. Donc moi, j'écrivais un chapitre, je mettais le bordel à la fin du chapitre, je me disais, j'ai aucune idée de comment ça va se régler, tiens, débrouille-toi avec ça. Et du coup, Cindy faisait à son tour. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle me surprenait toujours. Donc, même quand j'avais une vague idée de comment on pouvait, ce qui pouvait se passer par la suite, en fait, Cindy faisait toujours autre chose. Ce qui m'obligeait, moi, à repenser tout ce que j'avais imaginé par rapport à ce que j'avais écrit. Et donc, à chaque fois, ça oblige de sortir de sa zone de confort et de sortir des espèces de mécanismes internes dont on ne se rend même pas compte, en fait. Je me suis rendu compte en écrivant avec Cindy. Où quand un de mes personnages va pas bien, habituellement je vais par réflexe lui faire aller mieux d'une certaine façon, et en fait à cause ou grâce à Cindy j'ai dû changer, et du coup ça force vraiment à aller plus loin que ce qu'on fait tout seul, et ça c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans l'écriture à toutes les deux. Ça et le bordel sans nom de votre méthode. Et alors donc Cindy, quand Agnès a dit bon, et si on écrivait ensemble, t'as dit oui, enfin je sais pas laquelle des deux. Oui, j'ai répondu voilà, oui, c'est elle qui a posé la question et c'est moi qui ai donné l'accord. Et l'idée de base, vous l'avez construite ensemble ou c'est l'une d'entre vous qui a dit et si on faisait ça? Et après, comment ça s'est passé ça? Dans mes souvenirs, je pense qu'Agnès me dira oui ou non, je pense que je suis venue donc avec une certaine idée, j'avais en tête un certain retournement de situation. Agnès m'a suivi et à partir de là en fait on a établi je dirais un fil rouge, une ligne principale d'intrigue pour savoir un petit peu quand même où on allait, parce qu'on a beau écrire sans plan, parce que toutes les deux ça nous emmerde, on a quand même une vague idée d'où on veut aller, donc on a quand même établi un fil rouge, et maintenant c'est vrai que notre grand plaisir à toutes les deux c'est de se laisser surprendre par l'écriture, c'est de se laisser surprendre par le personnage. Moi, c'est ce que je fais d'abord, déjà dans mes romans que j'écris toute seule. Mais ici, en fait, le plaisir est double, puisque je me surprenais, et en plus, Agnès arrive à me surprendre à chaque chapitre. Donc, c'était vraiment le kiff intégral, si je puis dire. Et en plus, je me suis vraiment beaucoup amusée avec le personnage que j'avais, parce qu'en fait, je n'avais jamais, jusqu'ici, exploité un tel personnage, qui est... Enfin, voilà, je ne vais pas trop en dire, je ne vais pas spoiler ni teaser, malgré ma réputation. Ah oui, mais surtout pas teaser, bien sûr. Oui, bien entendu. Mais voilà, je me suis énormément amusée, surtout avec ce personnage. Et du coup, en fait, avec celui d'Agnès, il fait, je pense, un excellent équilibre. Donc, en même temps, c'était pas vraiment une question de genre, c'était plutôt vraiment une question de caractère. Et comment est-ce que ce duo pouvait marcher? Voilà. Maintenant, ce sera la réponse à trouver chez les lecteurs et les lectrices. Jean-Claude, en termes d'écriture, parce que j'ai entendu dire aussi bien côté Eric Lhomme, Pierre Bottero que ici Agnès et Cindy, que alors il y a le cas où on n'écrit pas du tout de la même manière, il y a le cas où on a à peu près la même non-méthode. Comment ça se passait en termes de méthode d'écriture avec Heyerdahl? C'était pareil ou vous aviez deux façons d'écrire complètement différentes? On avait des façons d'écrire, je dirais pas complètement différentes, mais chacun de nous, aussi bien Yael que moi, avait le sentiment qu'il y avait des choses qu'il ne savait pas faire et que l'autre faisait très bien. Et donc on allait demander à l'autre comment il faisait, puis en même temps on se montrait tout. C'est-à-dire qu'on était vraiment là, la règle qu'on s'était dit, c'est chacun des deux a le droit de réécrire l'autre jusqu'à ce qu'il soit content.
Et inversement, bien entendu. Alors au début, on s'est dit, on va y passer un temps pas possible, puis en fait, pas du tout. Mais de temps en temps, il est arrivé que Yal me regarde en disant, bah non, ça non. Ça, c'est juste pas possible. Jean-Claude, je vais te montrer. Je vais te montrer comment un bon écrivain écrit. Bon, alors là, j'en prenais plein la gueule, je disais, ok, je rentre chez moi, je bosse, et puis tu vas voir, la prochaine fois, je vais te le mettre profond, tu vois. Et puis il revenait, il disait, ouais, c'est mieux quand même. Attends, voilà, ça marchait comme ça. Bon. Mais il y a cet aspect-là. Cela dit, moi, je voulais dire quand même un truc que j'ai peut-être pas dit au début, mais dans mon cas particulier, l'écriture en collaboration, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Pourquoi ? Parce que deux choses. D'une part, je suis ingénieur de recherche, et quand on est ingénieur de recherche, on écrit des papiers, on écrit des documents de collaboration, on écrit des propositions européennes, c'est un de mes métiers, c'est une chose que je fais depuis très très longtemps. Et ça, c'est des documents qui ont été écrits par 30, 40 personnes, ou dans le cas d'un article, par 4 à 5 personnes. Donc, on est dans cette logique-là, on apprend très vite à mettre en place des structures pour compléter, enrichir et pas abîmer. Et on apprend aussi à poser un peu son ego à côté en disant, ben, l'ego, on va le laisser se taire, on va quand même avancer sur le texte. Puis il y a une deuxième chose que je fais des chansons. Depuis 45 ans maintenant, je fais des textes de chansons avec quelqu'un qui est devenu mon meilleur ami, qui était mon prof de guitare quand j'avais 16 ans, vous imaginez, 16 ans, c'était au siècle dernier, les dinosaures régnaient sur le monde. Et à un moment donné, moi je lui ai fait écouter mes chansons, il m'a fait écouter ses chansons, il est tout de suite tombé d'accord sur le fait que côté musique, il fallait que je m'arrête. Et je lui ai dit que côté texte, il y avait quand même beaucoup de progrès à faire et que par conséquent, on s'est regardé, on a dit, ben, on pourrait peut-être travailler ensemble. Et on a fait notre première chanson, c'est vrai, je suis arrivé chez lui pour faire notre première chanson, sa femme était en train de donner le sein à leur bébé, qui a 45 ans maintenant, qui est un des plus gros producteurs de musique du monde. Donc chaque fois que je vois l'espèce de Sandy, là, 1m80 magnifique et tout ça, je me rappelle le bébé pendant qu'on faisait notre première chanson. Et voilà, donc 45 ans pendant lequel on travaille, on arrive avec une super phrase et le mec te dit, ouais d'accord, mais tu vas me la faire pas avec des A, mais avec des I. Où il y a un pied de trop, il faut que tu m'enlèves un mot. Et là, quelque part, on est dans ce travail-là. Donc, le travail de collaboration, je le fais de tout un tas de formes, de manière naturelle. Donc, avec Yal, quand on a mis ça en place, on a dit, ok, on écrit un bouquin ensemble, on s'apprend l'un l'autre à écrire, et au début, on voulait écrire une grosse nouvelle. Il faut imaginer, le bouquin, il est devenu comme ça, maintenant. Il fait 650 pages, mais au début, on avait une grosse nouvelle. Sauf qu'à force d'amener des idées, de se chauffer, puis de trouver des trucs, on est arrivé à un machin absolument énorme. Et on a commencé, le bouquin est en 2 parties. Une première partie où on présente 4 rameaux, on en a pris 2 chacun, mais en travaillant le rameau des autres. Et après, les 4 rameaux sont rassemblés dans le même lieu. Et à partir de là, c'était pratiquement d'une page à l'autre, on passait la main à l'autre. On n'avait pas un chapitre l'un, un chapitre l'autre. On finissait par tricoter de plus en plus serré. Et je crois que le dernier chapitre en particulier, on en est à genre 3 lignes de l'un, 3 lignes de l'autre, à force de repasser l'un sur l'autre et tout. Et je crois qu'on en discutait avec Yann, la dernière phrase, je crois qu'elle est de moi, et l'avant-dernière de lui, ou l'inverse, j'en sais rien. On ne sait plus, on ne sait même plus. Donc on a vraiment travaillé sur une espèce de style commun et sur un tricotage commun. Et pour ça, il y a une seule chose qui marche, c'est le respect. Le respect absolu de ce que l'autre sait faire de mieux que ce qu'on sait faire soi. Et ça, avec Yal, c'est facile parce qu'il est vraiment très bon. Je veux dire, donc il y a des moments donnés où je regardais, je disais, bon, je ferai pas mieux, c'est même pas la peine d'essayer, je vais essayer de faire à côté, de faire le contrepoint. Vous savez, de faire Garfunkel quand il y a Simon qui chante, qui fait une espèce de contrepoint joli pour que la chanson soit encore meilleure. Et lui, c'est pareil. Eric, alors, quand tu as expliqué tout à l'heure la manière de construire l'histoire, j'ai compris que vous aviez passé une nuit avec quelques boissons assez costaudes pour écrire le truc. C'était un synopsis. Oui, Vous étiez... alors, tu te définis plutôt comme architecte, toi, ou est-ce que vous étiez architecte ou jardinier? Ça, c'est l'espèce de comment dire, dichotomie un petit peu bateau qu'on donne. Les gens qui sont très très structurants quand ils écrivent, et puis les personnes qui écrivent au fil de la plume et de l'inspiration et qui peut-être après sont amenées à réécrire derrière. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à une histoire cohérente si on met pas plein de jalons? Est-ce que je me trompe en disant ça? Alors, moi c'est clair, je suis structurant. Je suis architecte. Pierre, je sais toujours pas ce qu'il était, en fait. Mais bon, dans le cadre de le projet de cette série qui devait être en 13 tomes et qui répondait à un certain nombre de critères, puisque chacun de nos tomes se déroulait en même temps, donc il fallait définir un petit peu des lieux, une temporalité commune, beaucoup de choses. Et donc, on a passé du temps surtout à faire ce qu'on appelle une bible
voilà, pour que chacun puisse puiser dedans quand il part en autonomie complète sur ses livres, parce que chaque livre, chaque tome, notre personnage est en autonomie complète. Quand même qu'on se réfère au même endroit. Quand les deux personnages vont voir l'armurier, il n'y a qu'un armurier, il n'y a qu'une armurerie, donc il faut, voilà, faut que ce soit cohérent, sinon le lecteur il panne plus. Et voilà, et ce qui était absolument génial, et je n'ai rencontré ça qu'à cette occasion, c'est une vraie joie d'écriture, d'avancer, parce qu'il y a en permanence le regard de l'autre. On en voit régulièrement des bribes. Moi, je suis pas du tout comme Jean-Claude. Moi, je ne travaille absolument pas en collaboration. J'ai aucune occasion de le faire. Je suis totalement seul dans mon activité de créatrice. Et j'ai pas de métier à côté qui m'ouvre ces portes-là. Et là, c'était vraiment génial. On s'envoyait des textos, on se téléphonait, voilà. Et une sorte, voilà, d'enthousiasme qui nous a porté d'ailleurs les 4 premiers tomes, parce que on a aussi forcé nos éditeurs à travailler en collaboration. On a dit on n'ira pas chez Gallimard ou chez Rajo, on ira chez les deux ou chez un tiers, en fait. Donc on les a obligés à travailler ensemble. Et donc ils nous ont dit d'accord, mais on veut les 4 premiers tomes avant de dire oui. Donc on a écrit les 4 tomes en moins de 6 mois. On avait bouclé le truc, tellement ça c'était... voilà, ça fusait. Alors, un fil rouge tout à l'heure, j'ai compris, un début, une fin, des arêtes de poisson comme ce que raconte Gabriel Katz sur ce genre de choses, ou est-ce que des fois vos personnages prennent la poudre d'escampette et puis vous vous dites, bon, c'est elle qui est dans la panade, c'est à elle de se débrouiller, c'est comme ça que ça s'est passé? Oui, un peu tout ça à la fois en fait. On avait quand même... on était d'accord dès le début sur les valeurs qu'on voulait porter et du coup de quelle façon ça allait se retranscrire dans notre intrigue. Donc on avait en tête chacune des scènes clés. Par contre on ne savait pas du tout comment on allait y arriver et du coup à ce moment-là on se laisse plutôt porter, on laisse l'autre se débrouiller avec le bazar qu'on met, ce genre de choses. Et aussi parfois on a prévu un truc et puis finalement dans le chapitre on se dit que ça va pas le faire, donc on change. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que Cindy et moi, on est en communication constante, l'une avec l'autre. Qu'on travaille ensemble ou pas, pas loin. On a un petit chat, en fait, entre nous deux. Et donc, on travaille sur notre travail qui nous fait vivre, ou qu'on travaille sur nos écrits. On échange assez régulièrement dans la journée. On sait toujours aussi envoyer des extraits de ce qu'on écrit sur nos propres récits, donc justement parce qu'on partage cette impatience et cet enthousiasme. Et du coup, là, on a fait pareil en fait. Donc à chaque fois, quand j'étais en train d'écrire mon chapitre, alors je disais pas tout parce que j'aimais bien la surprendre et tout ça, mais si j'avais un problème ou une question ou que j'étais pas sûre par rapport à son personnage, je pouvais lui demander tout de suite ce qu'elle en pensait, etc. Elle me donnait sa réponse et du coup je continuais comme ça. Voilà. Et si je pouvais pas l'avoir tout de suite, parce que ça arrive quand même, on puisse pas parler, du coup je faisais à ma sauce tout en lui disant voilà, je te dis rien, mais s'il y a un truc qui te plaît pas, tu me dis, parce qu'à chaque fois donc, on se relisait. Donc Cindy lisait mon chapitre, elle mettait ses commentaires sur mon chapitre. Et après, selon s'il y avait beaucoup de choses ou pas, s'il y avait beaucoup de choses, elle me renvoie mon chapitre pour que je le retravaille avant qu'elle écrive le sien, pour partir sur une bonne base. Et s'il n'y avait pas grand-chose, elle enchaînait, puis moi je corrigeais le mien, puis le sien, puis j'enchaîne, ce genre de choses. Donc beaucoup de relecture. Alors nous, contrairement à Eric, ça a été très très long, par rapport à nos rythmes d'écriture habituels. D'une part parce qu'on se relisait au fur et à mesure, ce qu'on ne fait jamais dans nos propres romances, à écrire d'un coup et se relire après. Et d'autre part parce que c'était compliqué de trouver un calendrier commun
Donc on avait chacune nos propres romans qui allaient paraître, etc. On avait des deadlines, elles ne sont jamais tombées en même temps, ça aurait été trop simple. Et donc il fallait qu'on arrive à travailler en parallèle sur nos romans et celui-ci, et ce qui pour moi est très compliqué parce que je suis un peu monomaniaque quand j'ai un roman. Et donc du coup ça a traîné sur ça fait combien de temps 2 ans? Non. Tu te rends compte qu'il nous a fallu 4 ans et demi pour écrire Étoile mourante? Bon, il y a écrit 2 bouquins entre temps, il a besoin de gagner la Ouais, mais il est vachement plus long. Voilà. C'est gentil d'essayer de donner, mais bon. C'est-à-dire que d'habitude on met 6 mois à peu près pour le premier jet, hein, pas pour la version terminée, mais On marche aussi avec des dates limites. Ici, c'était un roman qui était aussi, ouais. Et donc, comme je le disais, en général, sauf pour nos premiers romans respectifs, en général, quand on commence un roman, on sait qu'il est déjà sous contrat d'éditeur. Donc forcément, on a déjà une date limite. Ici, c'était pas le cas. Disons que c'était le cas et c'était pas le cas en même temps, puisqu'on a commencé à écrire le début. Et ensuite, comme moi je suis représentée par une agente littéraire, on lui a quand même parlé du projet, parce que quand même on lui a dit écoute, parmi mes futurs projets, j'ai un roman à 4 mains. Hein. Donc voilà, elle a commencé aussi directement la prospection. Je devance un petit peu ta question, je suis désolée. Oui, j'allais la poser celle-là justement. Comment on se débrouille avec 2 éditeurs ou deux façons de fonctionner? Moi c'est simple, tu sais, moi je refais le tout à Roxane et elle se débrouille. Hein. J'ai envie de dire, c'est ça le plaisir d'avoir une agente, c'est que je peux lui dire, voilà, moi je travaille sur mon écriture et toi tu te charges du reste. Voilà. Sinon aussi je voulais revenir en fait sur ce que dit Jean-Claude. Je trouve que le fait aussi de pouvoir apprécier et de pouvoir estimer le travail de l'autre, c'est quelque chose aussi que je vois dans mon travail de tous les jours, puisque j'appelle mon travail alimentaire, je suis traductrice technique, je précise. Et voilà, j'ai aussi l'habitude, de par mon métier, donc, de pouvoir arriver donc, sur un texte brut et de pouvoir me dire, voilà, maintenant c'est mon devoir quelque part de retranscrire cette parole, bien sûr dans une autre langue, mais de pouvoir respecter le message initial. Et ici, ce que disait Agnès sur le fait qu'on se relise constamment l'une l'autre, ça a aussi été pour moi une grande source d'apprentissage et aussi de communication. Je pense qu'avec l'écriture, de toute manière, on évolue constamment. C'est ça aussi un des plaisirs de l'écriture. Et de pouvoir voir en fait un petit peu cette intrigue se bâtir brique par brique, chapitre par chapitre, de voir vraiment au cœur de l'écriture. Je pense qu'on a aussi beaucoup appris l'une de l'autre, on a beaucoup partagé. Et c'était ça aussi un des grands plaisirs pour moi de l'écriture à 4 mains. J'ai appris plein de belgicismes. Yeah. Mais ça, tu l'avais déjà appris avant en étant mon éditrice, il faut le dire. Jean-Claude, justement, il me semble que j'avais lu quelque part ou que tu avais expliqué un jour que vous aviez... parce que là, on parle beaucoup de communication avec chat, avec les moyens, je dirais, modernes, branchés d'aujourd'hui. Mais avec Yann, vous faisiez des gueuletons, c'est ça? C'était même plus compliqué que ça. D'abord, il y a un truc que je tiens à raconter quand même, puisque vous allez à chacun raconter votre première rencontre. Moi, j'ai eu une première rencontre avec Ayerdal qui a été quand même assez extraordinaire. Puisque Ayerdal, je le lisais, il était publié au Fleuve Noir, et une année, c'était en 91, je crois, fin 91, le Fleuve Noir a gagné tous les prix de science-fiction de cette année. Ayerdal a eu le Grand Prix de l'Imaginaire pour Demain une oasis, c'est un bouquin que je vous recommande, qui est super. De toute façon, je vous recommande Ayerdal en général. Et moi, j'avais eu le prix Rony pour Étoile morte, justement. Et donc, pour la première fois, et d'ailleurs la dernière fois, le Fleuve Noir a gagné tous les prix. Donc, ils se sont décidés quand même de faire un cocktail. Et donc, Régine, mon épouse et moi, on débarque à Paris, et j'avais dit à Régine, mais depuis une semaine, je la tannais avec ça, j'ai dit, je veux rencontrer Ayerdal, puisqu'en plus, il a eu le prix, donc il sera là, je veux le voir. Et alors, il faut imaginer, je débarque dans une salle qui est grande à peu près comme celle-là, là, vous voyez, mais bourré de monde, il y avait à manger. Alors, vous imaginez, il y avait plein de gens. Bon, mais bourré, je veux dire, vraiment, on était métro à l'heure de pointe, quoi. Et je me dis, il n'y avait pas Internet à cette époque-là, je me dis, mais, enfin, il y avait Internet, mais il n'y avait pas le web. Je me dis, j'ai pas la moindre idée d'à quoi il ressemble, Ayerdal, comment est-ce que j'aurais à le trouver? Imaginez, il y a 50 personnes, chacun avec des verres en train de parler et tout ça, puis moi, il m'ignorait complètement. Et là, je vois au milieu une dame en noir, l'air sévère, assez grande, qui surveillait ce qui se passait, telle la figure de proue, vous savez,
Regardez, on a l'impression qu'on a une petite oreillette en train de dire oui, jusqu'à présent la situation est calme, mais il y a un gars à 4 heures sur les toits. Donc je vois cette nana, je me dis, bon, elle, vu comme elle regarde, à mon avis, elle est attachée de presse ou un truc comme ça, donc elle doit savoir qui est Ayardal. Je me pointe, je dis bonjour, bonjour Annie. Je dis bonjour Annie, je me dis, est-ce que vous sauriez qui est Ayardal? Elle me regarde, elle me dit, vous êtes qui vous? Alors j'ai dit, bon ben, je m'appelle Jean-Claude Dignac, et là, je vous jure, elle m'empoigne, elle me soulève, et elle crie, Yann, je le tiens. C'était sa femme. Et j'ai vu cette espèce de type blond avec des cheveux jusqu'aux épaules, vous me rappelez moi quand je faisais du rock, qui débarque, qui me dit, Dignac, Ayardal, il faut qu'on se parle. Je lui ai dit, je suis venu pour ça, on a foutu le camp du cocktail, on n'a même pas assisté au truc, au machin, etc. On a foutu le camp, on s'est trouvé un viré vide, et on a commencé à se parler. Et j'ai commencé à lui dire, t'es un type génial, mais ton écriture c'est ceci. Il m'a dit, t'es un type génial, mais ça va pas. Et j'ai regardé, j'ai dit, il faut qu'on se parle. Et quand on a commencé à écrire, en fait, d'abord, on est devenu potes. Ça a été une espèce de création instantanée, là, on a cliqué, comme on dit. Et donc, je suis allé chez lui, il est venu chez moi. Alors, aller chez lui, ça veut dire, moi, comme je suis, je débarque avec plein de bouffe dans ma valise, et je dis, bah écoute, il me dit, j'ai invité mes potes, j'ai dit, je vous fais des trucs de chez moi. Donc je leur avais fait des confits de canard aux pommes sarladènes, un truc dans ce genre-là, ou un foie gras que j'avais préparé. Et je fais la cuisine. Et je me réalise qu'à ce moment-là, le premier soir que je passe avec eux, tous ces potes, en fait, me faisaient passer une espèce d'examen du genre, qui c'est ce mec qui déboule dans la vie d'Ayardal, au montage, j'en ai entendu parler. Bon. Puis comme je leur ai fait à manger, ils ont estimé qu'après tout, bon, ils pouvaient me garder, puisque au moins il y aurait à bouffer. C'était un truc qui était pratique. Et en fait, chaque fois que le livre divergeait, et c'est un truc vrai, hein, chaque fois qu'il y a les mots, on avait le sentiment que par rapport au livre, on n'était pas tout à fait en accord sur nos attentes, on avait un truc. On allait chez l'un ou chez l'autre, et on se faisait à manger. On ne parlait pas du livre, mais on était dans la cuisine, on pelait les carottes. C'est sérieux, on faisait ça, on préparait un pot-au-feu quand on était chez lui, un cassoulet quand on était chez moi, ou des trucs de genre. On faisait à manger, et on discutait de la vie, de la mort, du reste. On passait en général une nuit blanche à discuter, à s'engueuler. Il me tombait mon armagnac, bon je contribuais aussi. Et le matin, on regardait le soleil se lever, soit chez lui, il habitait une espèce de grande ferme, alors il y avait des cerfs qui venaient lui bouffer ses boutons de rose, il se plaignait, et on allait se balader, ou alors chez moi, c'était un peu plus urbain, et je lui apprenais la ville, il m'apprenait la campagne, et on se parlait de choses, et après, le bouquin repartait. Et on était arrivé à un niveau fusionnel tel qu'à plusieurs reprises dans le bouquin, il m'a dit, écoute, il faut que je m'arrête sur 6 mois, parce que faut que j'écrive mon nouveau bouquin, je viens de signer un contrat, là, et j'ai un peu une deadline, donc pour gagner un peu de sous, je lui dis, d'accord, on met le projet de côté. Mais, comme tout écrivain, il était ce qu'on appelle charrette, c'est-à-dire qu'il avait dépassé la deadline d'un mois, il avait l'éditeur qui tapait, il y a des éditeurs dans la salle, je l'ai moi-même été, qui disaient, bon, ton bouquin que tu me dois depuis le mois de janvier, là on est en mars maintenant, tu penses quand même qu'on va pouvoir le publier en juin? Oui. Alors il lui arrivait de venir à la maison, et puis quelquefois il me disait, écoute, si ça t'ennuie pas, là j'ai un chapitre, le personnage il fait ça, puis à la fin il faut qu'il ait fait ça. Ça t'ennuie pas de le faire, moi je fais le suivant. Et je lui faisais le chapitre. Alors on y mettait 2 jours, là on mettait des trucs, on travaillait la nuit, on y passait la nuit, on bossait, on avançait, on faisait des pages. Et il me relisait des trucs, il me disait ouais ça c'est bien, oui, il corrigeait 3 bêtises, puis il mettait, et puis donc le bouquin sortait avec des petits bouts. Et moi j'étais en train de rééditer un de mes bouquins à ce moment-là, qui était Étoile Morte justement. Il m'a dit tu vois là il y a des trucs qui m'ont frustré, je trouve qu'il manquait ça. Je lui ai dit mais mon chéri, vas-y, la porte est ouverte. Alors il arrivait, il me rajoutait des bouts, et je le regardais, je disais ouais c'est pas mal ça, je garde ça, tiens je corrige tout. Et on avait quand même une grande satisfaction un jour avec son éditrice traditionnelle, qui le voit, qui lui saute au cou, qui lui dit écoute j'ai lu ton dernier bouquin, ce chapitre-là, il n'y a que toi qui peux le faire. Moi c'est un truc, c'est extraordinaire. Bon. Et alors Yann me regardait, il était mort de rire. Et moi j'essayais de garder mon sérieux, et elle disait non vraiment ça ce truc-là, cette espèce de mélange d'irrévérence, je ne sais plus comment elle l'avait sorti, cette espèce de mélange d'irrévérence, de force et de trucs qui est vraiment que toi. C'est pour ça que tu as une voix unique dans le... Moi je regardais, j'ai dit bon ok on va pas lui dire, on va juste on va expliquer, après tout ça sera notre secret. Et Yann me regardait, mais on n'en pouvait plus, on a vraiment, on se serrait les fesses pour pas exploser de rire. Ça a été un grand moment franchement. Donc une grande complicité également avec Pierre. Vous faisiez comment pour travailler ensemble? Vous échangiez vos manuscrits, vous preniez un bout de résidence d'écriture pour être ensemble? Comment vous êtes organisés? Tout s'est fait à distance. On était chacun dans notre coin et on communiquait tous les jours, soit par téléphone, soit par texto, soit par mail. Et dès que donc on s'envoyait nos parties communes pour que l'autre puisse réagir par rapport à ça, mais on découvrait le tome quand il était terminé, le premier jet. Et
c'était une sorte de surprise, de récompense. On avait eu plein de mises en bouche avec les passages, et on découvrait ça à la fin. Et alors, comme association, c'est une histoire un peu particulière parce qu'il aurait dû y avoir 13 tomes, il n'y en a eu que 8. Puisque Pierre s'est tué à moto à la fin du 4e tome, et il s'est tué le lendemain du jour où il m'a envoyé justement son premier jet de 4e tome. Et on parlait de complicité, on parlait d'enthousiasme, de jubilation, etc. La série n'était pas sortie encore quand c'est arrivé. Et là, évidemment, le temps que les événements soient digérés par tout le monde, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait de ces 4 textes? Qu'est-ce qu'on fait des 2 derniers du projet? Qu'est-ce qu'on fait des 2 derniers textes de Pierre? Et là, c'était à la fois très, très chouette et puis très difficile, puisque les 2 éditrices ont dit, nous, il n'y a pas de problème, on suit. La femme de Pierre m'a dit, Eric, c'est toi qui décides. La condition, c'était que je termine la série. On ne pouvait pas publier ce début de choses. Et donc, en fait, tout le monde était partant, mais ça reposait sur mes épaules. Et la vraie question, c'était, est-ce que j'allais être capable de repartir avec un 5e tome dans un contexte totalement différent? Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai demandé un petit temps de réflexion. Je suis parti en Grèce, je suis parti à Delphes. Je me suis dit, avec un peu de chance, l'oracle va me dire quelque chose. L'oracle m'a rien dit du tout. Et je me suis dit, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le premier chapitre du tome 5, et je vais voir si ça passe, si c'est trop difficile, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai commencé ce premier tome, et brusquement, j'ai senti un peu au-dessus de mon épaule, là, comme une sorte de fantôme bienveillant, de présence bienveillante, Pierre, comme s'il se penchait par-dessus mon épaule pour regarder ce que j'écrivais. Et je me suis dit, il faut que j'y aille, hein, il faut que j'y aille. Et alors évidemment, j'ai regretté qu'on n'ait pas davantage détaillé au cours de cette nuit la suite, parce qu'on avait fait dans la globalité, mais on s'était dit, on affinera au fur et à mesure de l'écriture. Et j'ai dû reprendre ce qu'il y avait, et je me suis donné comme cahier des charges personnelles de ne rien inventer qui n'ait pas été décidé par nous. Alors évidemment, j'ai modifié la structure. Il a fallu aussi que je change le fusil d'épaule. Est-ce que je reprenais le personnage de Pierre? C'était pas possible, puisque je savais pas ce qu'il voulait en faire, comment il allait évoluer, etc. Donc j'ai terminé la série avec uniquement mon personnage, et grâce à la magie de l'écriture, j'ai pu imaginer la présence de Pierre à travers la présence du personnage. C'est vraiment c'est peut-être le livre le plus difficile que j'ai eu à écrire de ma vie, ce tome 5, parce que j'ai vite compris que j'étais pas le seul en jeu. La disparition de Pierre a bouleversé ses lecteurs à un point absolument inimaginable, et parfois poussant même à des choses un peu irréalistes, quoi, c'est-à-dire des manifestations de douleur supérieures à celles de sa propre famille, enfin voilà. Et je me suis dit, ce 5e tome, il peut pas être anecdotique. Il faut qu'il oblige les lecteurs à faire le deuil de la disparition de Pierre. Et alors là, pour ça, j'avais qu'une seule solution. Je suis désolé de spoiler, comme on dit, mais début du 5e tome,
le personnage de Pierre meurt comme son créateur, en fait. Et donc, je parlais de magie tout à l'heure, magie de l'écriture. J'ai pu transcrire dans le livre un peu ce que je ressentais avec la présence, le fantôme de Pierre au-dessus de mon épaule. Le personnage de Pierre reste de manière un peu plus tangible par le subterfuge de la magie dans l'esprit de mon personnage. Je m'étale un peu là-dessus, mais tout ça pour dire que même ces 4 tomes qui ont été écrits seuls ont été écrits toujours en collaboration, c'est-à-dire avec le fantôme de Pierre qui m'a accompagné jusqu'au bout, avec la présence romanesque du personnage de Pierre aux côtés de Jasper, avec la présence de mes 2 éditrices, la collaboration des 2 éditrices qui ont été géniales et qui ont joué le jeu jusqu'au bout. Et je disais que le 5e tome, c'est le tome le plus difficile que j'ai eu à écrire de ma vie. Et le dernier tome, c'est peut-être le plus grand soulagement que j'ai ressenti de ma vie après avoir terminé un livre, parce que c'était fini. J'allais pouvoir à mon tour dire au revoir à Pierre et faire mon deuil de sa disparition. Merci, c'est très émouvant de vous entendre parler de ça, entendre parler de ça, parce qu'en fait, c'est vrai que la disparition de Pierre Bottero, moi qui n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, quand j'ai lu ses romans et quand j'ai su que j'aurais jamais l'occasion de le rencontrer, ça m'avait vraiment mise par terre, quoi. Voilà. Donc effectivement, j'ai peine à imaginer la difficulté pour arriver jusqu'au bout de ce texte. Et alors, comment on fait le choix de l'éditeur? Oui, alors c'était... Laquelle de vous deux va se débarrasser de l'autre? Enfin, c'est juste pour les raisons. Je ne veux pas spoiler, mais enfin, qu'est-ce qui est prévu justement pour... Parce que visiblement, ça peut relancer les ventes aussi, ça peut être bien. Donc... Ah non, tu ne fais pas ce coup-là. Est-ce que vous auriez envie de recommencer à écrire ensemble toutes les deux? Est-ce que vous auriez envie de tuer l'une de l'autre? Non, c'est pas ça que j'ai demandé alors. Non, franchement, oui, tout à fait. Je pense qu'on est parfaitement d'accord, on est parfaitement raccord là-dessus, oui, tout à fait. On ne sait pas encore quoi, ni quand, ni comment, mais un jour, je pense, ouais. Parce que vraiment, on a beaucoup appris, voilà, on s'est éclaté, c'était très drôle, voilà, donc... oui. Définitivement, oui, voilà. Et comment, à ce moment-là, je suis quand même curieuse de savoir comment on décide, parce que là, on a vu que les 2 éditeurs s'étaient mis d'accord pour être co-éditeurs, enfin oui, de l'œuvre commune. Et comment vous avez choisi les éditeurs? Je repasse de l'autre côté. Comment vous avez choisi lequel décrochait Nous, c'était facile parce que on avait Gélu qui avait repris donc Ayerdal avec Marion Mazoré qui demeure l'éditrice d'Ayerdal, qui est vraiment la personne qui a compris son œuvre et qui fait tout un travail de compréhension de l'œuvre, de mise en valeur, de promotion, et qui le fait remarquablement bien. Je dois avouer que de ce côté-là, Yann, il a son monument littéraire qui est gardé, quoi, clairement. Et on a eu donc la chance que Marion s'intéresse au projet. Alors, il a fallu la convaincre, parce que, essentiellement un peu à cause de moi, parce qu'elle a dit à Ayerdal, toi qui es un écrivain génial, qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec une mienne? Bon. Et Ayerdal a dit, tu verras, ça va être bien. Et bon, il a fallu lui montrer le début, mais elle l'a suivi de manière attentive, et elle nous a aidés à chaque étape à valider le concept, à valider le projet, et on a fini presque sur les rotatifs, parce qu'il faut savoir que le bouquin a été fabriqué 3 mois après la livraison définitive du manuscrit. On a livré le manuscrit en février, et en décembre, Yann m'a dit, je vais réécrire toute la fin, parce qu'il faut que je le refasse à ma main. Et j'ai dit, ok, mais tu réalises que ça fait 250 pages. Il m'a dit, t'inquiète pas, il a tout gardé, mais il l'a un peu rebricolé comme il le sentait, quoi. Et puis effectivement, on l'a pris, et c'est sorti, et 3 semaines après, le bouquin avait le Grand Prix de la Tour Eiffel. Enfin bon, on a vraiment eu Marion derrière. Donc le problème, c'est pas posé de ce côté-là, on a fonctionné en triumvirat, en triumvirat, parce qu'on a une 4e personne qui a été fondamentale dans le process, qui est un certain Gilles Francescano, qui a fait des illustrations. Et qui, quand Étoile Mourante est sortie, n'avait pas été pris comme illustration au début, ce qui était une catastrophe. Ils avaient fait une espèce d'illustration, n'achetez pas la version grand format, l'original, parce que c'est une catastrophe. Au point de vue couverture, puis on a corrigé les fautes d'orthographe depuis, donc c'est mieux. Mais franchement, Francescano a fait un boulot par la suite qui était quand même exemplaire. Et lui,
il était derrière, il nous suivait, il avait fait Étoile morte, enfin il avait travaillé sur le concept des animaux vils, et à un moment donné, je me rappelle, Heyerdahl qui avait du mal avec les animaux vils, qui les voyait comme une espèce de vision intellectuelle, alors que je lui disais, c'est de la bidoche, c'est des choses, tu les sens, tu les touches. À un moment donné, j'avais pris Yann, je l'avais mis devant le tableau de la couverture d'Étoile morte originale, qui est chez moi, que j'ai acheté, et j'ai dit, tu vois, putain, un animal vil, c'est ça. Et il a été face à ce tableau, et il avait dit, ouais, je comprends ce que tu veux dire, et il était rentré refaire le truc, et là, ça avait marché. Donc, l'influence de Francescano est importante. Et on a eu cette chance d'avoir l'équipe derrière, qui a tout de suite bourré. Et je vais dire une chose, j'ai vécu la même chose qu'Eric, c'est-à-dire j'ai Heyerdahl derrière moi quand j'écris, pas toujours, mais de temps en temps il vient. Et il y a un bouquin que je vais faire qui est le troisième élément du cycle des animaux vils qui se passe entre les deux, qui est une chose dont on avait parlé lui et moi, et il attend que je le fasse, et il commence à sérieusement de temps en temps me les brouter un peu en disant putain, quand est-ce qu'on fait un truc ensemble, quoi. Donc on va réécrire avec Heyerdahl, c'est juste que ce serait moi qui vais taper, mais comme de toute façon c'est pas grave, mais il sera là. Donc là, c'est... Comment vous avez choisi? Parce que toi, tu as une agente, mais toi, tu n'as pas d'agente. Alors, comment vous êtes décidé alors? Ça marche comment? Ça marche comment? Vous êtes crêpé le chignon? Non. Jamais. C'est bien de se taper chez nous, sérieusement. Depuis, je la déteste. De toute façon, bon, on va dire chez moi, qu'est-ce qu'on fait? Non, du coup, donc Cindy était représentée par Roxane, moi pas, mais du coup, je me suis toujours posé la question de savoir si être avec un agent pourrait me convenir ou pas. Et je voulais pas me lancer parce que il faut s'engager sur tous ces bouquins, et j'étais pas sûre que ça me convienne. Moi, sur une certaine durée, pas sur tous Oui, ces bouquins. oui, sur une certaine durée. Mais Oui, voilà. c'est vrai que c'est une collaboration à long terme. Donc, je pense que tout le monde m'entend. Et donc, Cindy m'a dit, écoute, Roxane qui me représente se propose de nous représenter toutes les deux pour ce roman, sans que ça ait à m'engager. Donc en fait, j'avais l'opportunité de tester le fait de travailler avec Roxane, sans m'engager sur mes autres titres. Donc j'ai dit oui tout de suite parce que ça m'arrangeait bien. Et du coup, c'est Roxane qui a... Alors on a discuté toutes les deux pour savoir quels éditeurs nous intéressaient, qui ont pensé que notre histoire pouvait intéresser. Parce que donc on écrit... c'est un roman contemporain, il n'y a pas du tout de magie, et donc ça change un petit peu des genres qu'on a déjà publiés. Toi, t'as chez Scrinéo, t'as pas de magie non plus, moi j'en ai mis un peu. On avait donc toutes les deux déjà publiées chez Gulfstream, toutes les deux déjà publiées chez Scrinéo, mais Roxane, qui est donc notre agent et qui est là pour nous pousser, nous a dit ce serait bien quand même qu'on tente d'abord les plus gros. Oui, les éditeurs principaux. Les éditeurs, voilà. Non, en plus, c'est vous causer quand même. Ouais, donc voilà, elle nous a dit on va faire une petite sélection des éditeurs principaux que moi je vois bien parce qu'en plus voilà, c'est quelqu'un dont c'est une agente francophone mais qui bosse dans une agence anglophone à Londres. Et donc elle a, de par sa fonction d'agente et aussi sa fonction de dirigeante de droit étranger, elle a une expérience que nous ne pouvons pas avoir en tant qu'autrice. Et elle s'est dit, voilà, moi je vois bien en fait ce roman là. Et donc on a comparé avec Agnès. Notre liste, elle était plus ou moins la même. Ouais. Donc voilà, elle s'est dit, voilà, je vais commencer les contacts. Donc c'est ça qui est super bien d'avoir une agente, enfin pour moi, tout au moins, c'est de me dire, voilà, j'ai pas géré les contacts, j'ai pas géré les envois, j'ai pas géré les soumissions, j'ai pas géré l'attente. J'ai quelqu'un qui le fait pour moi. Voilà, pour moi c'est un choix, ça me convient très bien. Et en fait, je me souviendrai toujours de ce jour, parce que c'était un samedi matin. Alors excusez-moi, mais bon, le samedi matin, moi je m'attends pas à recevoir de mails professionnels, je m'attends pas à devoir de mails tout court. Donc j'étais tranquillement en pyjama en train de déguster ma première tasse de café. Donc c'est pour vous dire l'état d'éveil auquel j'étais. Et je regarde mes mails, et là je vois un mail de Roxane, et qui me dit écoute, je viens d'avoir un retour de Nathan, il va l'avoir à la suite. Et là je pense que j'ai eu vraiment une réaction de dingue de dire what? Alors j'ai mis au moins 5 minutes pour me dire c'est un hoax, c'est pas possible quoi, sérieux. Et là-dessus, tout de suite, mon réflexe a été d'envoyer un message à Agnès en lui disant purée, je veux que tu ouvres ton mail maintenant, je m'en fous que tu sois le samedi matin, que tu n'aies même pas ouvert l'œil, tu ouvres ton... Donc, gentiment, elle m'a suivi, même si j'ai eu après des noms d'oiseaux. Même pas. J'étais en train de manger mon pain au chocolat tranquillement. Voilà.
Et là, tout de Attends, suite... excuse-moi, j'étais en train de manger ton bon chocolat. Tu manges jamais de chocolatine là chez toi ou Ah non, désolé, je suis pas dans la bonne région. tu as eu un débat là-dessus, hein, Jean-Claude. et ça croit parler français quand même, hein, quelque part. Non, je parle belge, moi, je te rassure. Donc voilà, en fait, on s'est mis à faire une danse de la joie à distance. Ça devait être très très drôle pour nos proches respectifs qui se sont dû se demander, mais elles deviennent tarées, c'est pas possible. Mon chat s'en est pas encore remis, je pense. Non, la mienne non plus, je te rassure. Et donc voilà, c'était très drôle. Et ensuite, s'en est suivi donc, une rencontre avec les dirigeants de Nathan. Et à ce moment-là, on s'est dit, ok, elles ont compris le projet, on y va. Ils ont cité un point très important, c'est le rôle des conjoints. Il faut quand même savoir qu'on a eu la chance, Ayardal et moi, que nos femmes nous supportent. Parce que 4 ans et demi, quand même, ce genre de conneries, ça a l'air de rien. Et puis, sans parler de tout le reste, où on a fait plein de trucs. Et de temps en temps, je voyais ma chère et tendre qui parlait à sa chère et tendre en disant, bon, vu comme ils sont partis, on en a pour des heures, si on allait faire un truc. Et je me disais, c'est bien, parce que là, je pense qu'elles ont quand même compris que potentiellement, il y a un vrai problème, quoi. Et donc, merci encore une fois, merci à elles. Je bénis la trace de leur part parce que vraiment, sans ça n'aurait pas marché. Bon, il va me rester à remercier donc Jean-Claude Dugnac, Éric Lhomme, Agnès Marot et Cindy Van Wilder. Vous remercie pour votre attention. Je vais juste vous dire que j'ai préparé cette table ronde avec un bouquin qui s'appelle Nous est un autre, enquête sur les dos d'écrivains. Ça a été écrit par Michel Lafon et Benoît Peters. C'est très sympa parce qu'on apprend plein de choses sur Dumas qui avait une armée de collaborateurs autour de lui. Labiche qui a écrit 175 pièces, il les a pas toutes écrites tout seul. Les frères Goncourt qui étaient fusionnels à tel point qu'ils partageaient tout, y compris leur maîtresse. Enfin bref, c'est très rigolo, c'est très sympa, j'ai mis plein de post-it, j'en ai pas du tout parlé pendant la table ronde, mais c'est pas grave, je vous le recommande. Et je vous recommande bien sûr les ouvrages de nos auteurs et autrices, vous pouvez retrouver maintenant à leur stand, ceux qui vont peut-être bien aller manger. Mais bon, voilà. Mais vous les retrouverez cet après-midi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à toi.